Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça roule. Avant de commencer cette Non, non, vidéo, stop, attends, non, là, ça va pas, c'est pas ah, possible. Non, non, on peut pas marcher comme ça, c'est pas possible. ah, Bon. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi de mon côté, ça roule. Alors aujourd'hui, je suis avec mon acolyte, c'est un représentant de mon club justement. Donc présente-toi. bonjour, je m'appelle Cyril, j'ai 32 ans et je fais de la photo depuis maintenant 3-4 ans, donc c'est assez récent. Et donc j'ai intégré un club photo et comme par le biais des amis communs, j'ai rencontré Wilfried il n'y a pas très longtemps. Et donc du coup, je me dis ça serait sympa de l'inviter dans le club photo, on pourrait ainsi partager des idées et notre passion. Donc Ouais. c'est avec plaisir que je pense qu'il est venu. Ouais, et du coup en fait, ben, on fait notre première expo ensemble quoi, Voilà. avec tout le club. Donc toi le club, ça fait combien de temps Moi, ça fait grosso modo un an que je suis dans le club. D'accord. Et donc voilà, moi j'ai adoré parce que du coup on est de vive voix, puisque apprendre la photo sur internet c'est bien, mais apprendre avec des gens et humainement parlant c'est mieux. Et ça n'empêche pas les deux, hein, et donc du coup voilà, ça fait un an que je suis dans le club. Qu'est-ce que c'est ton style de photo à toi? Est-ce que tu as un style particulier, photo de portrait, Alors moi je animalier? suis plutôt un reporter en fait, j'aime bien photographier tout ce qui m'entoure. C'est-à-dire que les événements, les festivals, les concerts, les vides-greniers, les expositions, n'importe quoi. Voilà, moi j'aime bien être au cœur de l'action et prendre les photos des gens dans leur truc en fait, D'accord, dans l'action, voilà. des moments de Ça vie pourrait quoi. s'apparenter à de la photographie de rue, mais pas vraiment, puisque je prends pas les gens à leur insu en fait. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait vraiment le club? Est-ce que au niveau de ta vision de la photo ou autre, est-ce que tu as eu des changements par rapport à ça? Alors pour te répondre, c'est facile. En fait, notre président de club s'appelle Robert, et lui, il a fait de la photographie son métier quand il était jeune. C'est-à-dire qu'il a été un grand reporter, il a travaillé pour la CIPA, il a travaillé pour une autre société de photographie dont je me souviens plus le nom. Et voilà, son collègue de travail, c'était Cartier-Bresson, c'était Robert Capa, c'était des gens comme ça, quoi. Donc des gens assez importants. Il a toujours une histoire à nous raconter. Et donc du coup, c'est un peu lui qui m'a inculqué cette envie du reportage et cette envie de... Et donc j'ai beaucoup profité de son expérience et j'ai beaucoup profité de sa vision des choses parce que du coup, il a un bagage photographique énorme. Les gens qui nous regardent là sur YouTube, qui ont l'habitude justement de suivre des gens, est-ce que tu leur conseillerais vraiment de rejoindre un club photo? Ah oui, complètement, oui. Ah oui, au niveau de ce que ça peut vous apporter en termes d'expérience et de vision photographique, en fait, le fait de partager ces photos sur papier et non plus sur écran déjà, ça apporte une dimension vraiment hyper importante, quoi. De voir les photos en vrai sur papier et derrière un cadre ou dans une exposition, vous verrez que c'est quand même beaucoup différent de Ouais. ce que vous pouvez voir sur votre écran ou sur Flickr ou sur Mm. 500px ou quoi. Ouais. Et du coup, ça vous amène aussi une vision où vous ne regardez pas les pixels en fait. Vous voyez vraiment la Mm. photo. Vous regardez plus si la photo elle est piquée. Si, enfin, voilà, vous voyez vraiment la photo sur papier et rien que ça apporte une différence énorme. Et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont futiles en fait. Qu'il y a des choses, on se dit ouais la photo elle est pas piquée, elle est un peu floue. Et en fait non, quand vous voyez la photo sur papier, ce qui vous intéresse c'est le sujet. Et vraiment c'est vraiment ça aussi qui m'intéresse aussi dans la photo de reportage. C'est que du coup en fait le sujet prend le pas presque sur la qualité de la photo, j'ai envie de vous dire. Et du coup, le matériel, ça devient plus très important. La piquée, la mise au point, tout ça, ça devient secondaire. C'est vraiment le sujet qui prime. Alors moi je suis dans le club depuis très récemment, mais c'est vrai que l'avantage qu'il y a, contrairement aux avis qu'on demande souvent via des sites internet, sur des blogs, sur des groupes, etc., on a la personne en face de nous. Donc ce qui fait que des fois un message écrit, c'est pas forcément ressenti de la même manière que quand c'est dit de vive voix. C'est pas la même chose. Donc du coup, c'est vrai que le club, moi justement, on avait un des collègues justement qui avait apporté une photo et on discutait, on donnait notre avis et l'avis est toujours constructif, toujours bienveillant. Le but, c'était vraiment toujours de faire progresser les gens. On n'est pas dans l'avis comme on voit un petit peu sur internet, sur certains groupes ultra critiques qui sont là vraiment à la limite presque pour le clash. C'est vrai que l'avantage qu'il y a, c'est ça, c'est on essaie de dire, bah, tu vois, tu aurais dû faire un cadrage comme ci, comme ça. Là, par exemple, il y avait une photo qui tirait trop sur le bleu sur une de tes photos. Justement, il disait, tu vois, tu as trop poussé là-dessus. C'est vrai que c'est le gros avantage, c'est de Mm. pouvoir avoir un échange direct, un avis, et puis même des fois ce qu'on fait, éventuellement, on amène notre ordinateur avec nos photos, et en direct, on fait des modifications. C'est-à-dire, ben, moi j'apporte une photo, je la modifie en direct sur mon Mm. Lightroom, et il me dit, ben, non, tu devrais essayer de faire ça, donc on recadre, etc. Mm. L'avantage qu'il y a, c'est qu'en instantané, on peut travailler sur nos photos, sur notre expo, etc. quoi. Mm. Donc c'est vrai que c'est un côté vachement intéressant.
C'est vrai que 75% de l'activité du club, de notre club à nous en tout cas, c'est de ramener les photos qu'on a fait dans la semaine ou dans le mois, de se les montrer et de les voir ensemble en fait, et d'avoir la vision de chacun d'entre nous directement en disant cette photo je l'aurais pas fait comme ça, celle-là elle est bien, celle-là les couleurs j'aurais plutôt passé en noir et blanc, etc. etc. Et donc du coup d'avoir les gens en face et quand vous voyez que quelqu'un, quand une photo lui plaît, vous voyez en face, quoi. Le gars il fait putain ta photo elle est vraiment géniale quoi. Et donc du coup déjà rien que ça c'est vachement plus valorisant que d'avoir un commentaire sur Facebook en disant un pouce bleu ou n'importe quoi et rien que ça c'est énorme et on progresse beaucoup plus vite je pense de voir les photos en direct et d'avoir la personne en face que de rester derrière son écran d'ordinateur. Après c'est vrai que l'avantage qu'il y a c'est vrai que d'être dans un club c'est justement là, la dernière fois on avait un événement, pas un festival de rue, mais je sais pas trop comment on peut appeler ça. C'est un festival de musique. Oui, non, pas celui-là, l'autre, Bastidart. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on se déplace sur des événements. Là, par exemple, on a couvert le festival dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Et donc, du coup, on a chacun notre vision, on est tous les deux sur l'événement, mais on n'est pas l'un à côté de l'autre à prendre en même temps la même photo, etc. On se disperse, on se sépare, on se retrouve au même endroit. À un moment, on regarde, on dit regarde ce que j'ai essayé de faire. Ah, t'es pas mal, moi j'ai pris sous un autre angle, etc. Et c'est vrai que le fait de faire, pour notre club justement, c'est de faire des sorties de groupe. Du coup, on se retrouve sur des événements avec une vision totalement différente. C'est vrai que le cliché en fait du club photo, c'est de se dire on va faire des sorties photos. Et en fait, généralement, les sorties photos, moi je me les imagine, en fait, c'est les gens, ils sont là, et là que ils une statue, et on fait tous la photo de la statue. Au bout d'un moment, enfin voilà. Alors que quand on prend des événements, des choses comme ça, en fait, on se rejoint, on se dit bonjour, on boit une bière, et en fait, on trace, on se split complètement, et on se retrouve un quart d'heure plus tard, regarde mes photos, regarde mes photos. Et du coup, voilà, il y a aussi beaucoup cet esprit-là dans notre club photo, c'est que la photographie, ça doit être une expérience individuelle. C'est-à-dire que si on est tous à la queue leu avec notre boîtier à faire des photos, on fera tous les mêmes photos, grosso modo. Hein, et en fait, ça doit vraiment être un élan individuel. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie de faire une photo, on se sépare, on s'oublie pendant un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, on fait des photos qu'on a envie de faire. Du coup, on voit certaines choses qui nous tapent à l'œil. Donc du coup, un coup de cœur, on voit ça, il faut que je prenne en photo, c'est trop bien. Et que forcément Wilfried n'a pas forcément vu. Et lui, il avait peut-être vu autre chose qu'il a pris en photo. Et donc du coup, en fait, on a vraiment des visions complètement différentes. Et voilà, c'est comme ça qu'on envisage les sorties photos en fait. C'est pas du tout, on reste à la queue leu, on reste ensemble. On se sépare et on essaie de couvrir les choses au maximum. Après aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que justement, souvent il y a des gens qui veulent pas rejoindre des clubs parce qu'ils ont peur et qu'ils débutent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans notre club, quand il y a quelqu'un qui arrive, qui ne sait pas servir de son boîtier, on le guide, etc. Donc là-dessus, comme on explique, là, par exemple pour une sortie, quand il y a un débutant, il nous suit, on lui dit tu te mets dans tel mode, et après il fait des essais. Après c'est par l'expérience justement qu'on apprend les choses. On ne peut pas dire à quelqu'un voilà tu fais ci, tu fais ça, la personne d'arriver va faire directement la photo et ça sera magnifique. Non, c'est du travail. Donc du coup on lui explique un petit peu les modes, pourquoi utiliser ce mode. C'est surtout ça, c'est pas lui dire tu te mets dans tel mode et tu fais ta photo. C'est tu utilises tel mode pour telle raison. C'est surtout ça qu'il faut savoir, parce que faut pas dire voilà tu te mets en mode priorité à l'ouverture et tu fais ça. Et de le voir en direct, c'est beaucoup plus instructif que de l'apprendre en lisant un blog sur internet. Ce sont des critiques de ton travail bien évidemment, hein. Mais du coup en fait on comprend vraiment les choses quand on les voit et c'est beaucoup plus facile. C'est l'intérêt en fait, c'est un peu comme du coaching en direct, c'est-à-dire là avec les gens, automatiquement tu leur dis voilà, tu expliques pourquoi tu shootes en mode priorité à l'ouverture ou en mode priorité à la vitesse ou n'importe quel autre mode en fait. Il y a des gens qui apprennent beaucoup mieux en lisant et des gens qui apprennent beaucoup mieux quand on leur montre. Oui voilà, moi je suis plutôt, il faut qu'on me montre, moi les livres, j'ai déjà répété plusieurs fois, ça me fait saigner les yeux quoi. Donc du coup moi j'ai vraiment le besoin, comme explique les choses, que ce soit pour de la photo ou n'importe quel autre sujet, c'est d'avoir vraiment ce côté, quelqu'un m'explique quelque chose mais je peux de suite poser une question. Le problème des livres c'est on nous explique quelque chose, mais s'il y a quelque chose où on a un doute, où on ne comprend pas bien, on peut pas, on n'a personne en face pour répondre. Et c'est ça qui est un petit peu énervant, quoi. Et après, l'avantage de la photo numérique, c'est que ça n'a pas de coût en fait. C'est-à-dire que ça ne coûte pas cher de faire des erreurs. Faites des photos, c'est pas grave, faites 3 fois la même photo s'il faut. Oui. Et vous tournez autour du sujet et faites la photo 10 000 fois. Et en montrant les photos à des gens de votre club ou à des gens que vous connaissez, ils vont vous dire moi je préfère celle-là. Il suffit juste d'analyser, effectivement ma composition était meilleure, j'ai pris le sujet sous un angle différent et des choses comme ça. C'est vrai que le cadrage après c'est vachement important, il faut vraiment faire des essais parce que des fois on se dit, on sent qu'il y a quelque chose
à l'endroit où on veut faire la photo, mais on n'arrive pas à trouver ce petit truc. Et des Mm. fois, comme j'explique dans pas mal de vidéos, des fois il faut se déplacer géographiquement. Il ne faut Mm. pas essayer de zoomer, dézoomer. C'est Mm. pas qu'une histoire de cadre, après c'est une histoire de composition. Donc des fois, il suffit juste de se déplacer d'1 mètre géographiquement, comme j'expliquais. Mm. Et là, on va avoir un cadrage parfait, une composition qui sera vraiment différente. Et c'est comme ça qu'on fait les photos. Il faut vraiment prendre son temps, tourner autour. Il ne faut pas hésiter là-dessus, quoi. Et quand vous êtes à la rencontre de quelqu'un comme Robert, notre président, Mm. c'est vraiment des choses qu'il arrive facilement à vous expliquer en fait. Quand il vous montre ce qu'il fait et les photos qu'il a faites, ça vous saute à la figure en fait. Il lui dit, à l'époque en fait, lui il faisait de l'argentique, donc il avait un boîtier, un objectif, et donc du coup il se débrouillait tant bien que mal à faire la photo qu'il fallait. Et il y a des photos moi je veux des photos mémorables, je les ai en souvenir, je peux pas vous les montrer parce que je les ai pas là bien évidemment, mais c'est avec plaisir qu'il vous les partagera. Il a un site internet, il a un Flickr et Ouais, on le mettra dans la description de la vidéo, hein. Donc là maintenant on va parler d'exposition, car tous les deux on va participer à celle qui aura le 23... du 22 au 28, quelque chose comme ça. Non, c'est du 23, du 23 septembre, c'est vrai que moi j'ai un souci avec les dates. Donc à partir du 23 septembre. Donc moi, pour mon cas, c'est la première exposition. Là honnêtement, j'ai juste lancé les tirages, sachant que on est quel jour? Parce que je sais pas. On est jeudi. On est jeudi, oui. On est jeudi. On est jeudi. Donc on est juste le jeudi. Je viens juste de lancer les tirages par salle digitale d'ailleurs. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et au niveau des cadres, je suis encore en train de rechercher. Je sais où ils sont, mais il y en a, faut soit que j'aille courir à Bordeaux, soit sinon il y a un magasin comme j'ai trouvé tout à l'heure, mais il faut que je vérifie qu'ils en aient en stock et que ce soit pas que disponible en ligne. Parce que c'est vrai qu'après, par exemple, voilà, j'ai trouvé des cadres à 3 € pour du format 21 par 30. Sur d'autres sites ou même en local, je tombais à 10-15 € le cadre. Donc sachant qu'on va mettre, disons, je ne sais pas trop exactement le nombre de photos, on va dire au moins une quinzaine de photos. Si tu fais 15 fois 10 €, ça te fait 150 €. Donc si tu fais 15 fois 3 €, c'est pas le même prix, quoi. Donc moi je suis un petit peu en recherche là-dessus, je sais à peu près, je sais 2 points où je peux les trouver. Donc après ça il faut que je m'en occupe. Mais toi tu as déjà participé à une expo, donc tu vas nous faire partager un petit peu ton expérience là-dessus. Voilà. En fait notre production elle ressemble à peu près à ça, on arrive à voir sur la vidéo. Donc voilà, on a des cadres comme ça c'est un 30-40 dans un cadre blanc Ikea, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc voilà, ça c'est 75% de la production du club en fait. Donc là c'est une photo de mon groupe en fait, ça c'est mon guitariste et ça c'est mon autre guitariste. Et donc voilà, ça ressemble, ça c'est 75% de la production du club. C'est grosso modo ce qu'il va y avoir affiché un peu partout dans la salle d'exposition. Donc il y en a une deuxième là en noir et blanc. Voilà. Donc ça c'est une photo de moi, c'était pendant un festival d'art traditionnel, il y avait un cheval au milieu de la rue et il y avait une petite dame qui téléphonait dans une cabine téléphonique. Je trouvais ça folklorique donc j'ai pris la photo. Voilà, donc ça ressemble grosso modo au principal de l'activité du club, c'est-à-dire on fait des 30-40, généralement qu'on fait tirer aussi chez Salle Digitale, et on les accroche. Ça peut aller jusqu'au 50-70, 60-80 pour ceux qui ont plus de budget. Toi, tu as prévu quoi comme type de cadre du coup? Moi c'est ça en fait, hein, c'est des cadres 30-40. 30-40, généralement bord noir parce que je préfère, je trouve ça plus joli. Je fais je prends du papier mat pour les photos noir et blanc, je trouve que c'est plus joli quand elles sont hors du cadre en fait, voilà. Pour le rendu, ouais. Des photos brillantes pour les paysages et choses comme ça, je trouve que ça rend un petit peu mieux. Je mets un bord blanc en général avec un petit cadre noir juste parce que pour faire un peu comme s'il y avait un... Ça par contre, pour ceux qui ne savent pas, moi par exemple, tu vois, ça c'est un truc que je sais pas trop, je sais pas comment je vais me débrouiller. Toi tu as fait, alors ça c'est un cadre blanc naturel. C'est-à-dire que tu as fait, voilà. Que tu as fait avec la photo. Voilà, c'est pas un truc qui est rajouté comme Non, voilà, ça c'est la photo en fait. En fait, voilà. Je me suis servi d'un petit logiciel qui s'appelle Border Maker, qui est gratuit. À la limite, je pourrais faire un tuto vite fait si ça vous intéresse. Donc c'est un petit logiciel gratuit qui s'appelle Border Maker. En fait, vous prenez votre photo, vous la faites glisser dedans. Vous dites, je veux un cadre noir avec, je sais pas moi, 3 cm d'espace blanc un peu partout. Vous faites OK, tac, il vous l'a fait. Terminé. Ça, on n'en parle plus. Et du coup, quand on la bascule dans Salle Digitale, il intègre le bord blanc. Et donc du coup ça fait comme s'il y avait comment on appelle ça? Je sais pas justement, c'est pour ça que moi c'est ma première. Ça a un nom en fait, ça a un nom, ça fait comme s'il y avait un passe-partout. Voilà, Merci voix off. La voix off m'a dit que c'était un passe-partout. Donc voilà, ça fait comme s'il y avait un passe-partout, sauf que maintenant un passe-partout ça coûte les yeux de la tête. Donc ça coûte beaucoup moins cher de mettre juste un bord blanc. Et puis même Lightroom, je crois que Lightroom le fait d'origine, il suffit de le configurer correctement. Alors ça je peux pas trop te dire, j'ai jamais il le fait. Je bidouille un peu tout, mais là-dessus c'est pas trop. Et je suis même presque persuadé que l'outil de Salle Digitale vous fait le bord blanc si vous lui demandez. Ouais. Donc, alors si moi j'ai vu justement le petit bord blanc, mais c'est tout petit. Alors je pense qu'on doit pouvoir le configurer parce que moi j'ai fait
je crois pas que ce soit le bord blanc, je crois que c'est juste le petit cadre contour, tu vois. D'accord. C'est pas vraiment la grosse tranche blanche. Bon, en fait, moi je me suis pas ennuyé, j'ai mis 5 pixels de cadre noir et plus 3 cm de bande blanche. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'expositions avec ce type de cadre où justement on a le cadre et on a un cadre supplémentaire au niveau de la photo. Ouais. Bon, ça reste très classique. Après, si vous voulez faire vraiment original, vous pouvez mettre la photo sur le côté avec un grand espace blanc. Vous pouvez mettre plus bas, plus de blanc en haut, moins de blanc. Enfin, tout est possible, tout est réalisable. Vous pouvez mettre 2 photos en une. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on voit aussi des cadres qui sont souvent genre format panoramique et il y a 3 photos type 13 par 18 à la verticale. Voilà. Après, n'hésitez pas à être original. Moi, là, c'est pas très original, c'est 2-3 demi dans un cadre en 30-40, mais vous pouvez faire du 16/9, vous pouvez faire un triptyque, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout est possible. Et c'est de les voir sur papier, vous allez voir que ça prend beaucoup plus de valeur que de les voir sur un écran. Et moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est vrai que moi justement, pour la petite anecdote, justement j'en avais parlé, là je fais un tirage en 21 par 30, c'est-à-dire en gros c'est du A4, d'une photo que j'ai fait à 6400 ISO, j'avais fait, c'est celle avec les pattes de lémurien, que je pense que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo, et ce que j'ai fait, je me suis dit pour me faire plaisir, mais là juste pour moi, j'ai refait la même en 30 par 45. Donc je vous la présenterai justement dans une prochaine vidéo pour que vous puissiez voir justement. Je vous montrerai la photo directement sur mon écran d'ordinateur et je vous montrerai les photos au format 21 par 30 et je vous montrerai la photo au format 30 par 45 pour voir justement cette histoire de 6400 ISO. Est-ce que vraiment au niveau du tirage, est-ce qu'on sent vraiment le bruit numérique sur une photo? Pour pas vous mentir, cette photo a été prise à 6400 ISO. Ouais, donc là, honnêtement, je vais me mettre vraiment très proche. Moi, je connaissais pas cette photo. Je les connais pas toutes, celles qui possèdent. Et le grain ne se voit pas, en fait. Le grain, après, il faut un bon appareil, j'imagine, mais parce que voilà. Mais le grain ne dépasse pas le pixel de l'imprimante, en fait. Donc, au final, vous voyez pas. On voit peut-être un peu que ça manque un peu de détail dans les cheveux, mais. Ça, c'est juste du piqué. C'est pas tellement. Ça se voit pas dans les flous, ça se voit pas. Non, c'est vrai que là, sur son image, alors je vais essayer de me rapprocher, je sais pas si on va vraiment... Mais au pire, on va vraiment bien voir, mais il faut qu'il fasse la mise au point dessus. Non, mais tu la fous en icône, je te l'enverrai. Ah, c'est bon, là, on va faire la mise au point. Et sincèrement, si c'est pris à 6400 sur ce format-là, ça se voit pas, ça se ressent pas. Là. Pour la petite anecdote, on est dans un château, on est en train d'enregistrer au studio. Et en fait, il n'y a pas de lumière, quoi. Il y a juste la lampe halogène qu'on voit au fond, terminé, il n'y a rien d'autre. Et les fenêtres. Là, on est sur du 30-40. 30-40. Donc là, on est sur du 30-40 à 6400 ISO. Moi, j'ai le nez carrément dans la photo. Et pour vraiment voir le bruit, il faut y aller fort, quoi. L'avantage aussi de voir les photos sur papier, c'est qu'on les regarde à la bonne distance. Généralement, quand on regarde sur un écran, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on zoome. Ouais. Alors qu'en fait, quand on regarde une photo, on la regarde comme ça, quoi. On la regarde vraiment à 1 mètre. Et donc du coup, les défauts ou le manque de piqué, on le voit pas. Honnêtement, il faut qu'on arrête de chercher midi à 14h. Le truc le plus ultra net possible. Mais en fait, à la distance, quand on regarde vraiment une photo dans une expo, on n'est pas comme ça à regarder la photo, quoi. C'est vrai qu'en général, on est plutôt à une distance. En général, c'est quoi? C'est à peu près 2 fois la diagonale de l'image, en gros, quoi, la distance qu'on a souvent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le piqué, c'est pas fondamental. Et, sur papier, c'est sûr. Et en fait, l'avantage aussi d'être dans un globe photo avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui a fait de l'argentique, c'est qu'à l'époque, l'argentique, c'était beaucoup plus aléatoire qu'aujourd'hui. En fait, en numérique, ça peut être, voilà, on est vraiment à la recherche de la perfection. Mais en argentique, il n'y avait pas de mise au point automatique, tout était en manuel. Et quand il fallait faire la photo, On était en hyper focal en règle générale. Tout le temps. Donc c'est ce qu'il expliquait. Et si la photo est bonne, même si elle n'est pas nette, elle est bonne. C'est tout. Vous la gardez. C'est la scène. Voilà. On mettra le lien du Flickr de Robert. De Robert, de notre président du club, justement. Ça sera intéressant, justement, que je tiens un coup d'œil des photos qu'il faisait à l'époque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de ces photos, par contre, il les a scannées, quoi. Oui. Automatiquement, voilà, bien sûr. comme c'est de l'argentique, il n'y avait pas trop le choix, quoi. Donc, voilà. Donc il peut y avoir un peu une petite détérioration éventuellement au niveau de l'image, mais bon, ça vous permettra de vraiment vous donner une idée de ce que c'était à l'époque. Maintenant, on a réussi à faire un montage où on refotographie en fait les négatifs. Donc du coup, on ne perd pas de résolution, on a un négatif 24-36 en format 24 millions de pixels. Donc du coup, au niveau piqué, on ne peut pas faire mieux, quoi. Donc après, on récupère. Vous récupérez vraiment le grain de la pellicule argentique, vous l'avez. Si vous zoomez à 300%, vous avez. Surtout avec les appareils photo de maintenant. Voilà. À propos d'appareils photo, c'est avec celui-là que tu bosses. Donc, on va le présenter un petit peu, parce que c'est vrai que toi, tu es...
Moi je suis pas un shooter de réflexe, voilà, je suis vrai shooter d'hybride en fait. J'aime bien parce que quand on part en reportage, j'aime bien voyager léger tout simplement. Ouais. Et Donc sûr voilà. que contrairement à moi, c'est à chaque fois Voilà. je suis Et heureux. puis l'avantage de travailler sur un hybride comme je le fais, c'est que j'ai l'exposition directement dans le viseur. Quand je mets l'œil dans le viseur, j'ai donc du coup au lieu d'avoir un viseur optique, j'ai un viseur numérique. Et donc du coup j'ai directement l'exposition dans l'œil, donc je sais que si ma photo est sous-exposée ou sous-exposée, surexposée ou sous-exposée. Ouais. C'est vrai que la différence qu'il y a justement avec les hybrides et les réflexes, c'est que moi quand je regarde dans mon réflexe, je vois simplement ce que je vois dans mon objectif. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si je dois fermer le diaphragme, ben, je ne vais pas avoir le rendu moi à l'œil. Il n'y a que éventuellement si on active la fonction Live View justement, que je vais pouvoir voir le résultat final de mon image. Tandis que lui, il a immédiatement dessus. Donc c'est vrai qu'en termes de prise de vue, moi personnellement je suis pas trop adepte de ça pour plusieurs raisons, parce que je trouvais que c'était cher pour du, enfin pas du compact, mais C'est de la PSC quand même. oui, celui-ci est un APS-C, c'est le Fuji, pour ceux qui aiment la technique, c'est le Fujifilm X Pro 2 voilà, c'est le X Pro 2. avec ça- le 16 mm f1.4 monté dessus. Voilà. C'est vrai que moi là-dessus, moi ce qui m'embêtait c'était le prix quoi. C'est vrai que ces boîtiers-là, quand on part sur du haut de gamme, quand on cherche quelque chose de vraiment bien, c'est quand même assez cher. Mhm. Et après, moi, c'est surtout le souci qui se passe, c'est que moi, j'aime bien la photo animalière. Oui. Si tu veux, moi, il me faut forcément des très longues focales. Moi, j'ai d'ailleurs le 150-600 mm. Et sur Non, sur les hybrides, cette marque-là, en tout cas, ça n'existe pas. Ouais. ouais, voilà, il n'y a pas de même sur les si peut-être sur du Sony, on peut mettre des adaptateurs. Si, sur Panasonic, Micro Oui. 4 tiers, vous avez des bonnes focales. Ouais, voilà, mais après, le problème, c'est pas sur tous. Donc, du coup, moi, j'ai pas trop envie de m'embêter avec ça. Donc, du coup, c'est vrai que je suis resté moi sur du réflexe. Puis surtout, j'ai démarré par un tout petit compact à l'époque. Moi, c'était un Trust. C'était aux alentours des 2000 à l'époque, 99-2000. J'avais acheté mon premier compact qui était une interpolation au niveau des images. C'est-à-dire, en fait, c'était même pas du 3 mégapixels réel. C'était du 1 et quelques additionné, en fait. Et moi, j'ai commencé là-dessus. Et c'est en 2004 où j'ai vraiment acheté mon premier réflexe numérique. Parce que bon, à l'époque, voilà, c'était soit du compact, soit du réflexe, soit du réflexe. Et le réflexe numérique, c'était vraiment les tout premiers. Il m'avait coûté vraiment un bras, une jambe. Il m'avait coûté vraiment très cher. C'est vrai qu'il n'y avait pas ce genre d'appareil. Ça, c'est la nouvelle technologie qui vient. Et c'est vrai que pour du reportage, c'est top. Parce qu'on a immédiatement le rendu au niveau de la photo. On voit exactement ce qu'on aura. Donc du coup, on est plus productif dans un certain sens parce qu'on sait immédiatement, on n'a pas besoin de faire des essais en se disant il faudrait peut-être que je ferme un peu plus le diaphragme. Bah, disons que quand on est en mode manuel, c'est-à-dire que si on est sous-exposé, bah, l'écran sera noir, tout simplement. Donc on se dit, je vais descendre d'une vitesse, ah oui, là c'est un peu mieux. Voilà, on voit directement l'exposition dans le viseur, comme si on travaillait sur écran en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que oui, l'avantage des hybrides c'est ça, c'est on a vraiment un résultat immédiat. Moi le problème qui se passe, enfin du moins la plupart des gens qui me suivent je pense, ceux qui ont des réflexes numériques, quand ils travaillent en live view, ils le voient. Quand tu essayes de faire ta mise au point, souvent en live view c'est beaucoup plus lent, ou alors il faut sur les tout derniers modèles où il y a le système dual pixel qui permet justement d'avoir un rendu et une vitesse un peu plus rapide. Tout simplement parce que les réflexes ont leur propre capteur de mise au point, alors que sur les hybrides, la mise au point se fait directement sur le capteur. En fait, les collimateurs sont directement sur le capteur, donc du coup, la mise au point se fait aussi rapidement qu'on soit au viseur ou sur écran. Ouais, voilà, c'est pour ça, ça a des avantages. Voilà. Bon, enfin, honnêtement, j'ai choisi cet appareil-là parce qu'il a un viseur déporté, et du coup, ça m'évite de graisser mon écran avec le nez. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais le souci. Voilà. Alors moi, c'était surtout avec le flash. Moi, sur mon réflexe, quand j'utilisais le flash directement en fixe dessus, en fait, quand je me mettais en mode portrait, justement, j'avais la petite roulette qui sert à bloquer le flash et qui ça me laissait une trace. Donc c'est-à-dire en fait quand tu faisais la photo reportage toute une journée en utilisant du flash, j'avais une trace là, c'était horrible ça à chaque fois. D'ailleurs bon maintenant je suis plus embêté parce que maintenant je me débrouille toujours à avoir soit un câble, soit sinon j'utilise les flashs que j'utilise maintenant. Les Yongnuo, ils ont un système d'émetteur-récepteur intégré, donc j'ai juste une cellule, une base que je mets sur mon boîtier, ce qui fait que je peux juste avec le bras comme ça et ça passe direct quoi. Donc ça c'est un gros avantage quoi. Après le plus gros avantage entre l'hybride et les réflexes, pour finir sur ce sujet, c'est que c'est beaucoup plus léger. Là j'ai 600 grammes dans la main. Pendant le festival j'ai eu l'occasion de porter ton réflexe un petit moment. 1,2 kg juste l'objectif, moi ça j'en peux plus quoi, c'est mort. Je peux pas quoi. Avec le 70-200 plus après le boîtier, le festival supplémentaire. Le festival on est resté debout de 6h à 6h, c'est mort quoi. Pendant 12 heures d'affilée avec 2 kg au bout de la main, moi
Ouais, c'est vrai que bon, moi, c'est une habitude que j'ai prise. C'est Ouais. vrai qu'au départ, c'est vrai que c'est très fatigant le réflexe. Moi, j'ai fait, quand je fais des séances photo au tout début, quand j'ai vraiment commencé à essayer de me pousser là-dedans, c'est vrai que c'était lourd à la fin de la journée. euh, C'était difficile. J'avais mal au bras, etc. Puis on le sent, quoi. C'est vrai Ouais. qu'avec ces appareils-là, c'est tellement léger. Que j'en ai deux. Ouais, voilà. J'en ai un dans chaque Oui. main en fait. C'est vrai que toi, l'avantage pendant le festival, Ouais. tu pouvais en avoir deux, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, actuellement, j'ai plus que le 6D. J'ai encore le 350D, mais que je n'utilise Ouais, plus, ouais. quoi. Il fonctionne encore. Bah, là, pendant le festival, il aurait galéré, je pense. Bah, pas tant que ça, parce que si tu veux, j'avais fait des essais quand j'avais acheté mon 24-70 de chez Tamron, Mhm. justement. J'avais fait l'essai directement dessus. Et honnêtement, il s'est démerdé pas mal, quoi. Ouais. Il monte à combien Il d'ISO? supportait en ISO, alors, je vais pas dire de conneries. C'est 3002 ou 6004. Je crois que Ah ouais, quand même. D'accord. ça va être 3002. Je veux pas dire de Ok, bêtises. ok. Je veux pas dire de bêtises, mais voilà. D'ailleurs, je veux voir ta photo à 25 600 Oui, ISO. d'ailleurs, je vais la présenter. Mais c'est vrai que celle-là, Mais ça aurait été marrant de l'imprimer, juste pour vous oui, montrer. c'est vrai que ça, j'aurais dû. Je l'ai pas fait. À la limite, je regarderai si je peux. Parce que, Non, en mais fait, on l'imprimera en 24-30 à la maison, c'est marrant. soit à la maison, soit sinon après, ouais, après on n'a pas encore le même rendu. Parce que toi, ça sera une imprimante maison. Si on fait ça Oh, mais. sur des traceurs ou des trucs comme ça, Ouais. là, on a des rendus qui sont la précision au niveau. En gros, on va dire le grain est beaucoup plus fin, on va dire, sur un traceur, quoi, sur les grosses imprimantes professionnelles, quoi. Aussi, petit conseil, si vous faites imprimer vos photos, moi je vous conseille vraiment d'aller voir un professionnel, que ce soit Salle Digital, Blurb, Photobox, n'importe quoi. Parce qu'en fait, eux, tout est calibré en fait. Ils vont vous faire la photo exactement comme vous la donnez. Si vous, Voilà. si vous faites la photo imprimée chez vous avec votre imprimante de maison, votre imprimante elle n'est pas calibrée, votre écran n'est pas forcément toujours calibré. Et vous n'allez pas avoir un rendu très fidèle. Et surtout, ça va vous coûter un œil. Une cartouche, enfin ça dépend de votre imprimante, mais une cartouche, ça coûte très cher. Et généralement, vous faites 10 photos, vous avez sucré les 3 cartouches, vous les avez sucrées. Vraiment, si vraiment vous voulez économiser des photos et si vous voulez imprimer beaucoup de photos, allez voir un pro, ça vous coûtera beaucoup moins cher, vous perdrez beaucoup moins de temps. Et le temps, c'est l'argent. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. À l'époque, alors c'était il n'y a pas 10 ans, mais peut-être pas loin. Justement, j'avais fait ça, j'avais fait une séance photo. Et sur le coup, à la fille, je lui dis bah, écoute, si tu veux, moi j'ai acheté une imprimante. Justement, j'avais acheté une bonne imprimante. Je lui dis si tu veux, je te fais des petits tirages là immédiatement. Alors, je fais ma séance, tranquille. Donc, on regarde les photos sur l'ordinateur, tranquille, bien. Je fais 2-3 petites retouches, mais vraiment vite fait, histoire de, voilà, pour qu'elle se fasse plaisir, avoir une petite impression, quoi. Et en fait, je tire la photo. Et là, c'est le drame. Ouais. Les couleurs, mais un truc, mais tu vois, genre ultra fade, ça me sortait pas. Parce qu'il faut savoir justement qu'il y a des profils colorimétriques sur l'appareil photo, sur le logiciel que vous allez utiliser. Ben, par exemple, un exemple bête, je pense que ça a dû arriver à ceux qui utilisent Photoshop. Souvent, vous ouvrez une photo et il vous dit est-ce que vous voulez utiliser le profil colorimétrique de votre interface, de la photo ou un autre justement. Et sur le coup, quand tu débutes juste là-dessus, tu te dis c'est quoi ce truc. Et en fait, quand tu l'ouvres avec le mauvais profil, tes photos paraissent ultra fades, il manque énormément de couleurs, ça fait quelque chose de très bizarre. Et justement, j'ai eu ce souci-là, je sors une feuille, une photo. Ça sortait dégueulasse. Je dis bon attends, je vais essayer de recalibrer. Alors du coup, je remodifiais sur mon logiciel pour compenser. Mais en fait, du coup, j'ai dû faire une dizaine d'essais pour avoir un truc qui, même le rendu à la fin, était dégueulasse, quoi. Parce qu'il faut savoir que sur une couleur sur votre écran, elle va donner. Enfin, vous allez voir une couleur sur votre écran. Le logiciel d'exportation va appliquer son propre profil. Oui, voilà. Votre imprimante, le logiciel de l'imprimante va appliquer son propre profil de couleur. Oui, voilà. Et ensuite, votre imprimante va forcément essayer de rendre une couleur le plus fidèle possible, mais jamais vraiment réelle. Et donc, du coup, forcément, des fois, ça se voit surtout en fait sur les noirs et blancs. Quand vous faites imprimer un noir et blanc chez vous, il y a 75% de chances le premier tirage qui soit ou vert, ou bleu, ou marron. Voilà, vous n'aurez jamais un noir en fait. Ouais, noir parfait, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais revenir, il y avait Arnaud Thierry, justement, qui avait fait une vidéo justement sur l'étalonnage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe par des professionnels, eux, ils ont des profils colorimétriques spécifiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toi, si tu fais ça avec ton imprimante, il faut savoir que ton écran, il faut qu'il soit calibré. Parce qu'en fait, si ton écran n'est pas calibré, tu vas avoir l'impression d'imprimer la photo que tu vois à ton écran. Sauf que déjà, tes couleurs sont fausses. Ensuite, ton imprimante a une certaine interprétation. Donc du coup, tes couleurs vont être encore plus fausses. Et moi, j'ai eu pas mal de photos où j'ai eu des décalages là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir un écran déjà bien calibré, ça permet d'enlever pas mal de choses. Un exemple bête, et c'est vrai que le calibrage est vraiment utile dans des cas très particuliers. Je préfère le préciser parce qu'il ne l'a pas précisé au cours d'une de ses vidéos. C'est que pour la photographie de mariage,
quand on dit à une fille, à quelqu'un qui vend des robes même, tout simplement à une boutique, votre robe est blanche, vous dire elle n'est pas blanche. Il faut savoir que c'est des termes ultra précis. Ouais, ouais. Alors moi je suis pas Non, mais spécialiste là-dessus, mais il y a 10 millions de teintes de blanc en fait. Voilà, Il y a 10 et millions en de teintes fait, de blanc. ne dites jamais dans un magasin qui vend des robes de mariée que les robes sont blanches. Le blanc Elles pur, ne ça sont n'existe pas pas. blanches. Le blanc pur, ça n'existe pas. Justement. Ouais. Elles sont jamais blanches. Il y a toujours une petite dominante et c'est le style justement. Et c'est là où c'est hyper important justement, c'est quand vous allez faire la photographie de mariage justement, il faut que le rendu de la robe soit parfait. Vous pouvez pas vous permettre de faire de rendre une robe qui est, je sais pas comment on peut dire, couleur Bleu ou. non, pas ça, mais je veux dire pour une robe qui est blanche, une couleur coquille d'œuf ou truc comme ça. On va dire, enfin je sais pas, je connais pas les termes pour les robes, si tu veux, je me suis jamais marié encore. Ivoire. Ivoire, voilà, on me dit. La voix off nous dit ivoire. Voilà, le truc qui se passe, c'est qu'il faut vraiment avoir le même rendu. Alors, pour la photographie de mariage, si les clients sont pas hyper exigeants, ça peut passer. Mais on va dire, en tout cas dans la mode, on peut pas se permettre. Souvent, moi personnellement, moi j'ai une grille. Je l'avais présenté dans une vidéo justement sur le calibrage qui est très très vieille. Justement, j'avais parlé c'est le Spider Checker. C'est une petite grille comme ça, c'est un panneau qu'on ouvre et il y a toute une grille de couleurs. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les gris, il y a des rouges et c'est des grilles de référence. Ce qui fait qu'on prend, par exemple, imaginons on fait un shooting, on me prend en photo avec la grille juste devant et ensuite on enlève la grille et on continue la séance. Et au niveau du post-traitement, au moment de faire le calibrage justement, on va sélectionner cette photo où je tiens la grille, on va faire la balance des blancs dessus et on va l'appliquer sur la totalité des photos. Donc ce qui fait que justement toutes les photos auront vraiment la même balance des blancs et tout sera vraiment exactement parfait. Sous condition qu'on ne change pas d'éclairage. Oui, voilà. Enfin, après, si tu utilises du flash en principe. Non, mais si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur. Oui, voilà. Si on est en extérieur, le problème qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la lumière en fonction du temps qui va s'écouler. Voilà. Mais on va dire pour du studio, là je vais parler vraiment pour du studio. Okay. C'est vraiment ça. C'est vraiment, le flash. Donc du coup, la lumière est constante, la température elle bouge pas d'un iota. Donc du coup. C'est là où il faut être ultra précis sur la photographie de mode. Ce qu'il n'avait pas précisé, c'est vrai que moi je voulais un petit peu rectifier ça parce que c'est quand même vachement important. Après, pour rassurer tout le monde, si vous avez acheté un écran récent de marque connue, Samsung, Dell, LG, n'importe quoi, si vous l'avez acheté, en règle générale, le calibrage n'est pas trop mauvais. C'est-à-dire que ça, voilà, c'est pas trop dégueu. Donc si vous êtes vraiment amateur et que vous n'avez pas de quoi investir dans une sonde, ne vous faites pas mal, vous vous endettez pas sur plusieurs générations, ça ne sert à rien. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour la petite anecdote, j'ai acheté la valise que j'ai présentée justement dans la vidéo sur les sondes et sur le calibrage. Et en fait, dans la valise, j'ai tout. Moi, j'ai le Spider Checker, j'ai même le cube pour les hautes lumières, etc. Et en fait, dedans, j'ai une sonde pour mon écran. Et je l'ai installé. J'ai voulu faire justement un calibrage. Et le problème qui se passait, il m'a dit attention, votre écran est une gamme standard. Au début, moi à l'époque, quand c'était au tout début, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, il faut savoir qu'il y a deux types d'écrans. Il y a ce qu'on appelle les gammes standards et les gammes étendues. Les gammes standards, en gros, cherche pas trop à les calibrer, ça ira pas très haut, quoi. Et moi, justement, le problème qui se passe, c'est ça. J'ai 3 écrans, je travaille avec 3 écrans 24 pouces que je vais changer prochainement dès que j'ai un peu de sous. Tu te la pètes en fait. non, mais c'est vrai que quand j'ai un peu de sous, il faut vraiment que je change mes écrans, ils sont tout pourris. Alors, pour la petite anecdote là-dessus, justement, donc j'avais essayé de faire les calibrages. Et le problème qui se passe, c'est que voilà, j'arrivais pas à avoir un blanc parfait. Il y avait toujours un petit décalage. Alors c'est pas très grave pour la photo classique, on va dire pour le photographe lambda, mais dès qu'on travaille pour un particulier de manière professionnelle, il faut quand même se donner les moyens et il faut vraiment faire les choses bien. Deuxième petite anecdote, j'ai 3 écrans. Il faut savoir que 2 sont exactement les mêmes références et l'autre, la seule différence, c'est que c'est un rétroéclairage par LED, mais c'était de la même série. J'ai 3 écrans, j'ai 3 couleurs différentes sur mes écrans. J'en ai un qui tire sur le rouge, j'en ai un qui est presque blanc, on va dire, enfin qui a presque la bonne couleur, et l'autre qui tire sur le jaune. Et pourtant, il y a 2 écrans qui sont exactement les mêmes, que j'ai commandés au même endroit, au même moment. C'est exactement la même référence, qui sont sortis au même mois, et j'ai 2 couleurs différentes. Et ça, je peux absolument rien y faire, même avec du calibrage. Comme c'est une gamme standard, je peux me rapprocher, mais il y a toujours une différence. Moi, je le vois, j'ai l'habitude, donc du coup, c'est super énervant, quoi. Aussi, une imprimante, ça se calibre exactement de la même façon qu'une imprimante. Non, j'ai dit quoi? Une imprimante, ça se calibre exactement de la même façon qu'un écran. Et la sonde, c'est pas donné non plus. Et surtout, si vous avez une imprimante, premier prix, ça fonctionne pas. Voilà, il faut une imprimante un peu. Ça peut se faire, mais
si on investit vraiment dans ce matériel-là, Ouais, il faut non. qu'on ait un écran haut de gamme. Vraiment, Parce que- faites tirer les photos par un pro. Ouais. Vous perdrez moins de temps et moins d'argent, je vous Ouais, jure. parce que pour en parler justement de la sonde, moi au début c'est ce que je voulais faire, mais comme je me suis aperçu avec la sonde justement de mon écran que c'était un peu dégueu, du coup j'ai pas acheté la sonde pour l'imprimante. Parce que ce qu'il faut savoir en fait, le système est assez simple en fait. Vous allez avoir à votre écran une grille de couleurs, vous allez lancer ça sur l'imprimante et vous avez un genre de petit boîtier que vous mettez en fait sur la feuille que vous avez imprimée, parce qu'en fait ça vous imprime une grille avec différents coloris. Et en fait, vous vous positionnez, vous dites à l'ordinateur dans le logiciel, je suis sur telle couleur, on scanne avec ce petit boîtier-là, et du coup, il regarde justement si la couleur qu'on a à l'écran correspond bien à ce qui a été imprimé. Et si c'est pas bon, le logiciel va compenser, et vous faites une nouvelle feuille de test, et vous faites ça plusieurs fois justement. Ça, moi je connais quelqu'un qui a vraiment un très gros traceur, et qui a dû faire ça quand il a dû changer sa machine, il a dû refaire tout le calibrage, etc. Mais ça vaut le coup si vraiment vous imprimez beaucoup et que vous avez déjà du matos, et que limite que vous êtes professionnel et que vous faites des tirages pour des clients. Il faut savoir, et que certaines personnes ne savent pas forcément, et ça moi je ne savais pas d'ailleurs à l'époque, c'est que quand tu fais ton calibrage pour un papier, il faut le faire pour un autre. Oui, exactement. Selon le type de papier que vous allez utiliser, même pour une même marque, hein, vous prenez un papier allemand par exemple, entre deux modèles, le calibrage va être différent. Donc en fait, il faut à chaque fois sélectionner vraiment le profil en fonction du papier que vous allez imprimer. Même chose si vous changez de marque de cartouche d'encre. Oui, aussi. Alors, en principe, quand on tape sur ces niveaux-là, on évite de prendre du premier prix. Voilà. On passe directement si vous faites recharger vos cartouches, parce que des cartouches se rechargent, si vous faites recharger vos cartouches dans des endroits différents, vous n'aurez pas les mêmes teintes, il faut recommencer, ça prend du temps, c'est vrai que c'est infernal. C'est un vrai métier. Après, c'est pousser le truc vraiment trop loin. Moi, je sais que voilà, je me suis arrêté dès que j'ai vu, quand j'ai voulu calibrer mon écran, j'ai dit laisse tomber, je vais pas acheter la sonde pour l'imprimante, j'ai laissé tomber. Hein. Je me suis dit, je vais pas trop me casser la tête. Après, il faut savoir que là, chez Salle Digital, donc je sais pas si on a déjà parlé, là ça c'est un 30-40, donc moi j'en suis plutôt content. Ça m'a coûté 3 €. Voilà. 3 € la photo, sans le cadre. Le cadre, c'est 5 € chez Ikea. Mon petit conseil pour l'anecdote, je vous conseille pas en fait. Ikea, c'était le moment publicité, hein. Voilà. Placement de produit. Placement de produit Ikea, c'est moi, je travaille pas là-bas, ne vous inquiétez pas. Mais et je vous les conseille même pas tout simplement parce qu'en fait, si vous voulez investir dans un cadre et que vous voulez les garder, en fait, vérifiez le système de fixation du plateau derrière. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ce sont des petites languettes en acier. Voilà. Ce sont des petites languettes en acier comme ça. Et c'est ultra fragile, ça casse tout le temps. Du coup, en fait, vous démontez 3 fois la photo, vous changez 3 fois la photo, ils se détruisent, donc c'est poubelle. Donc ça vaut vraiment le prix que ça vaut 5 €. Si vous voulez vraiment garder vos cadres, mettez-y un peu plus d'argent et cherchez des fixations qui se tournent, des espèces de grosses pattes en ferraille, je ne sais pas si tu vois le système. Voilà. Et pas ces petites languettes en ferraille qui sont… Ou alors, quand tu fais ton tirage, tu sais que tu le mets dans ce cadre-là, il faut absolument plus que ça bouge. C'est-à-dire que tu ne changeras pas la photo, c'est fixe. Donc 3 €. C'est vrai que toi, la différence, c'est que toi, tu as déjà fait plusieurs expos, donc du coup, automatiquement, au lieu d'acheter 50 000 cadres, tu recycles souvent les mêmes. Ça, c'était les premiers cadres qu'on a achetés au début. Donc c'est surtout ça, quoi. C'est vrai que, alors, au niveau tarif, moi, par exemple, pour cette expo, au début, je voulais faire des tirages assez grand format. Mais le problème qui se passait, c'est qu'au point de vue finance, parce que c'est vrai que le souci, quand tu finis à faire 20-30 photos, ça paraît pas. Mais là, par exemple, là, les photos, le 21 par 30, c'est 1 €. C'est 1 € chez Salle Digital. Donc, la photo, c'est pas cher en soi, quoi. Une photo, ça va. Le problème, là, j'en ai tiré 28. Ah, quand même. Ouais. Je pense que je vais pas toutes les mettre, mais j'étais obligé. J'arrivais pas à faire mon choix. Déjà, hier soir, au début, j'étais à plus de 60 photos. J'arrivais pas à descendre en dessous. Là, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, regarde. Non, mais il fait que des bonnes photos, c'est normal. Non, mais là, j'ai fait venir quelqu'un, je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Quelqu'un qui soit vraiment neutre, qui fasse pas de photos. Il me dit, celle-là me parle, celle-là me parle pas. Il me dit, celle-là, je la trouve. Donc, du coup, ça m'a permis de descendre là-dessus. Et le fait qu'il y ait un prix aussi, vous allez voir qu'en fait, certaines photos, vu que vous allez mettre 2 ou 3 € à les imprimer, vous allez dire, finalement, je vais peut-être pas l'imprimer. C'est que la photo, déjà, vous savez qu'elle est pas si bien que ça. En fait. Vous allez voir que ça va sélectionner vite. Vous allez nettoyer votre disque dur assez rapidement. Non, c'est vrai que moi, sur le coup, voilà. 1 € la photo, tu dis bon ça va parce que c'est du format A4 quoi en gros quoi. C'est-à-dire que le 30 par 45 là que Salle Digital propose, il est à 2,79 €. Prenez pas du 30 par 45 parce que les cadres sont difficiles à trouver. Prenez du 30-40. C'est vrai que la taille standard c'est 30-40 en fait sur les cadres. C'est toujours des formats 4 tiers en fait, 30-40, 50-70. Non, c'est pas 50-70, c'est pas un format 4 tiers du tout. Mais c'est 30-40, 50-70 et 60-80. Voilà, c'est toujours des formats comme ça. Les formats 3,5 en cadre, ça ne se trouve difficilement. Moi, j'ai regardé justement pour les 30-45 et le problème, c'est vrai que je tapais sur une dizaine d'euros à peu près au niveau du cadre. Et si tu veux, quand tu mets 3 € sur le tirage,
tu mets 10 euros sur le 4, ça te fait 13 euros. Bon, 13 euros, ok, c'est pas grand chose. Mais si tu tires 20 photos, ça fait un sacré budget, quoi. Moi, personnellement, c'est ma première expo. Je sais même pas comment ça va se passer au niveau du rendu. Parce que nous, pendant l'expo, bon, le but, c'est quand même, bon, on présente notre travail. Voilà. Éventuellement, si certaines personnes sont intéressées par les photos, on peut essayer de les vendre. Ouais, quoi. oui. Mais bon, moi, je me dis, voilà, je me voyais pas mettre 200 euros pour une première exposition et se dire d'avoir, et au final, avoir rien vendu. Moi, c'est pas l'objectif de vendre. Moi, personnellement, je m'en fous un petit peu là-dessus. Moi, le but, c'était vraiment justement de faire une exposition sur la photo, quoi. Montrer un petit peu mon travail, mes débuts, quoi. D'accord. Oui, il faut savoir que si nous, l'exposition qu'on fait, c'est pas du tout une exposition dans le but de vendre nos tirages. En fait, c'est plus une animation locale dans le cadre de la région, puisqu'on est une section du syndicat d'initiative de la commune. Donc du coup, oui, c'est plus pour faire de l'animation dans le village que pour vendre vraiment nos tirages. Après, bien sûr, il y a nos noms sur nos photos, on est derrière, en fait, c'est nous qui gardons un peu la galerie. Donc du coup, on rencontre les gens, on se vend un petit peu, mais c'est plus de l'animations que de la pure vente de produits. C'est pas une salle d'exposition. Voilà, et puis surtout que comme dans le club, il n'y a pas non plus de droit d'inscription, il y a pas on n'est pas financé par la commune, on sait vraiment les cadres et les photos, on se les paye nous-mêmes, on n'est pas du tout financé. Donc c'est pour ça aussi que voilà, on ne tire pas des posters en 120 par 180. C'est vrai que justement, moi il y a des photos. En fine art, machin, bidule, non, on fait pas tout ça, quoi. Il y a des photos que j'aurais bien aimé faire, mais je me dis voilà, le problème c'est que ça a un coût. Parce que des fois c'est bien de les faire pour l'expo, mais après si tu la vends pas, la photo t'en fais quoi? Est-ce que tu as la place de la garder chez toi, etc. Parce que voilà, quand tu as fait 5-6 expos, au bout d'un moment tu te dis, si tu n'as pas vendu tes photos, tu as une quantité de cadres et de tirages un peu astronomique, quoi. C'est un peu ça le problème. C'est pour ça que moi justement je me suis dit, je vais rester que sur du 21 par 30, je reste sur cette taille là. J'ai fait tirer 28 photos comme ça, non 27, parce qu'en fait la 28e c'est une même photo que j'ai, comme j'ai expliqué, j'ai fait en 30 par 45. Mais voilà, je me dis, premier essai, je commence avec ça, je présente un petit peu, et je verrai, l'avantage qu'il y a, c'est ça, c'est voilà, je vais présenter un petit peu ce que je fais, et je vais voir justement si les gens apprécient mon travail, quoi. Parce que ça sert à rien de tirer des photos, des fois, alors moi c'est vrai que j'ai un peu plus l'habitude, parce que voilà, c'est un peu mon deuxième boulot, quoi, c'est vraiment de donner des conseils là-dessus, sur de la formation, etc. Mais la personne lambda, on va dire, pense des fois avoir fait une belle photo. Et en fait, une fois qu'elle la présente, ben, les gens ils se disent, ben non, il y a telle erreur, quoi. Moi, c'est vrai que nous, on l'a vu au club, on disait, ah, elle est bien, ma photo, je la trouve super chouette. Et c'est vrai qu'en fait, on lui dit, ben non, en fait, tu vois, si tu regardes, la dominante, la balance des blancs est ratée. Voilà, c'est bête, au niveau du cadrage, tu vois, t'as un peu trop collé au bord ou des choses comme ça. Et sur le coup, on pense qu'on a bien fait, mais en fait, voilà, parce qu'on est impliqué émotionnellement sur notre photo. Donc du coup, c'est vrai que c'est dur d'arriver à prendre du recul. Moi, j'y arrive un petit peu plus facilement. Car on a plus d'expérience. J'ai un peu plus d'expérience, puis je suis beaucoup plus détaché au niveau de la photo. Je suis beaucoup critique sur mon travail. Je suis rarement satisfait d'ailleurs. C'est pour ça que c'est vrai que moi on me dit, tu mets pas beaucoup de photos sur internet, etc. Ben, c'est vrai que je suis un éternel insatisfait. C'est-à-dire, sur mes photos, je trouve toujours plein de défauts. Alors, sur toutes les photos, il y a toujours beaucoup de défauts, mais je suis hyper exigeant, quoi. Donc du coup, c'est assez difficile pour moi d'exposer des photos. Donc voilà, moi c'est un peu un défi pour moi de vraiment exposer mes photos au grand public et de soumettre aux critiques, quoi. J'ai toujours après les avis du club ou d'autres personnes que je rencontre et que je connais, mais voilà, là c'est des personnes qui nous sont, on va dire, la plupart du temps inconnues et qui vont vraiment être d'une critique assez sévère, quoi, on va dire, parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ils n'ont pas d'a priori ou quoi, donc ils vont dire si la photo est bonne ou elle est pas bonne. D'ailleurs, on va mettre on va essayer, je sais pas s'il a prévu, mais c'est se faire un carnet où justement les gens vont pouvoir donner leur avis. Un livre d'or, un genre de livre d'or. Et voilà, faire un petit truc comme ça pour l'expo, ça va permettre justement d'avoir un rendu, de voir un petit peu, savoir ce que les gens ont retenu, ce qui leur ont plu, quel type de photo, etc. Ça va être intéressant, je pense. Mais vraiment, imprimer vos photos, vous allez voir, ça change beaucoup la vision des choses. Bon, on va en rester là parce que là, on a beaucoup discuté. Là, je crois qu'on doit être à peu près à 50 minutes d'enregistrement. Ouais, 48 minutes. Donc, ça va me faire un montage de dingue. Quoi. Déjà, je passe du temps sur les montages. Alors là, à sectionner toutes les séquences côté, etc. Puis en plus, on a fait un système avec double micro. J'avais oublié mon système pour séparer l'audio. Donc, du coup, je vais utiliser mon téléphone pour faire le son. Donc, on a dû faire un petit cut comme ça pour essayer de faire la synchronisation au montage. Je pense que je vais bien galérer pour cette vidéo. Donc pensez à mettre un bon gros pouce bleu si t'es encore là à la fin de la vidéo. Parce que je peux te dire que là j'aurais bien galéré à faire le montage, quoi. Bon, moi sur ce, on va vous laisser.
Et puis, je voulais présenter, alors ouais, parce que bon, on t'a présenté, mais je voudrais vous parler un petit peu de lui, parce qu'en fait, il va rejoindre la chaîne dans plusieurs épisodes, donc je vais vous l'envoyer pour principalement des conseils sur les appareils photo hybrides, car il est beaucoup plus qualifié que moi là-dessus, il a beaucoup plus de recul. Moi j'en ai testé un petit peu, mais j'ai jamais trop, pas autant manipulé que toi, donc ça va être plus intéressant pour vous d'avoir son avis, sachant qu'en plus là maintenant tu travailles avec deux, parce que tu as le X Pro. J'ai le 1 et le 2. Le X Pro 2 et le X Pro 1 justement, et donc il a les deux. Juste en termes, pour faire une vite parenthèse, en termes d'objectifs, qu'est-ce que tu possèdes là-dessus? En objectif, j'en ai pas beaucoup en fait, j'ai privilégié la qualité à la quantité, donc j'ai un 35 mm f1.4 qui correspond à 50 mm et j'ai un 16 mm f1.4 aussi qui correspond à 24 mm. Donc j'ai le grand angle, j'ai la focale normale. Je suis en train d'économiser pour un télé, mais bon voilà. C'est vrai qu'il serait temps, parce que c'est ce que je te disais. Lui, le problème qui se passe justement, c'est qu'il a peur d'avoir un gros objectif comme le mien. Voilà. Moi, le poids, c'est le plus gros critère. Il fait 1,2 kg, un truc comme ça. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça fait assez lourd. Moi, je suis habitué, donc, mais c'est vrai que sur un petit boîtier comme ça. Voilà. Surtout quand on prend ce type de boîtier, on préfère. C'est pas comme sur un réflexe, vous n'avez pas une grosse poignée pour bien attraper le point photo, vous avez une petite poignée. C'est un gros compact, on va dire. Et si l'objectif fait plus de 500 grammes, forcément, c'est pas agréable, quoi. Ça tient pas dans la main. Et donc voilà, donc je cherche, mais après j'ai beaucoup d'objectifs manuels en fait. L'avantage des hybrides, c'est ce que j'allais dire. L'avantage des hybrides, c'est qu'on peut y adapter des montures, des bacs d'adaptation, et on peut y adapter des montures manuelles. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait au concert. Je me suis monté un 135 mm, ça fait un équivalent de 200 mm. Et donc du coup à F2, F2.8, du coup vous avez une téléphone. Par contre c'est mise au point manuelle obligatoire. Vous n'avez plus d'automatique. C'est vrai que pour le concert c'est vous avez plus de mise au point automatique. Donc bon après si le chanteur bouge pas beaucoup, en concert en tout cas, si le chanteur bouge pas beaucoup ça va, si c'est un groupe de métal c'est mort, vous oubliez. Vous prenez là, comme le groupe là qu'on a vu là, ils sautaient partout et le groupe sortaient en dehors il de la scène. Il y avait un groupe, on pourra vous montrer les photos où les mecs sont carrément descendus de scène. En fait. Le gars il est en dehors de la scène, il est monté sur une table, il a sauté partout. Il y a une chanson qui s'appelait Jette ta canette, et les mecs se jetaient des trucs et tout, c'était n'importe quoi. C'était assez sympa. D'ailleurs moi il faut que je finisse le post-traitement des photos quoi. 1500 photos à trier. Moi, le premier soir, j'avais dit combien? 600, je crois. 600 photos. Et je crois que le deuxième soir, j'ai dû faire 500 et quelques. En gros, 1200 photos, on va dire, en 2 soirs, quoi. Il y avait un troisième photographe, il a rendu 900 photos. Donc, je sais pas combien il en avait shooté, il en avait shooté 5000, j'en sais rien. Non mais en plus moi c'est que ce week-end le problème qui se passe c'est que là tu vois faut que je finisse le post-traitement pour balancer les photos, mais ce week-end je couvre justement le concert là que je t'ai dit. Ludwig von 88. C'est un groupe qui est ultra vieux. Voilà, c'est vieux mais c'est connu. Enfin, c'est quand j'étais jeune, j'écoutais ça quoi, c'est un truc de dingue quoi. Il passe en concert juste à côté de chez moi, donc dans la Camp-Proust. Donc du coup moi j'ai proposé, parce que comme c'est une association qui organise le festival, du coup moi j'ai proposé mes services, j'ai demandé si je pouvais, etc. Puis apparemment ils étaient ok, donc ça me fait un petit truc de plus, mais surtout avec un groupe comme ça quoi. C'est pas un petit festival où c'est un petit groupe comme ça. La Ludwig von 88 c'est un groupe pour ceux qui connaissent, pour les plus vieux d'entre vous. Et si vous voulez tester la photo de reportage, c'est ce que je vous invite à faire aussi. Moi j'aime bien, c'est vraiment mon truc la photo de reportage, en tout cas photographier le vivant et ce qu'il y a autour de chez moi. C'est si vous avez des événements, des concerts, des vides-greniers, regardez autour de chez vous, même si vous habitez en plein. Des repas gourmands, des vides maisons, des choses comme ça. C'est capturer des moments de vie quoi. Ou même tout simplement, il y a un truc où les gens pensent pas forcément, mais c'est où ça va faire travailler la technique, etc. C'est le sport quoi. Voilà, tout simplement. Si vous avez des enfants qui font du foot ou si vous avez un groupe de basket. À peu près tous les patelins, t'as une équipe de foot, t'as du rugby si t'es dans le sud de la France, etc. Donc du coup, t'as tout plein de sports quoi. Après il y a les sports plus ou moins physiques ou pas quoi. L'avantage qu'il y a le foot, un bon téléobjectif on va dire, on se déplace un petit peu. Moi c'est vraiment ce que j'adore dans de manière assez cool. C'est vraiment comme ça que je me suis mis à la photo en fait, c'est que ça m'accompagnait partout en fait. C'est compatible avec toutes vos passions. Vous faites je sais pas moi, de la danse, vous faites de la danse, mais prenez votre boîtier avec vous, photographiez vos copines qui dansent. Si vous faites, je sais pas moi, du bateau, vous faites du bateau, mais allez-y, prenez votre boîtier. Faites de l'escalade, de la randonnée, même de la musique. Moi je suis musicien, je suis bassiste dans un groupe, pareil, mon boîtier me quitte pas, on est en répétition, je fais des photos des potes, machin, ça fait des photos excellentes. Enfin voilà, et du coup moi c'est ce que j'adore en fait, c'est pour ça aussi l'avantage d'avoir un hybride, c'est que vous avez 500 grammes dans la main, vous l'emmenez partout, vous avez une qualité d'image de malade mental, enfin n'hésitez plus quoi, gardez votre boîtier avec vous, au pire vous avez un gros réflexe,
pour les travaux un peu plus sérieux et vous avez votre petit hybride ou votre petit compact et vous faites des photos. Et le matos n'est pas si important que ça au final. Parce que vous, à part pour les effets de profondeur de champ, si vous avez un petit capteur ou quoi, mais au niveau de la qualité de l'image, quand vous imprimez vos photos, ça disparaît complètement. Enfin, à mes yeux en tout cas. Ben même après, oui, c'est vrai que l'hybride, en fait, l'hybride, ça a des intérêts justement. Ça, même le gros intérêt, c'est le reportage, quoi. C'est vrai que c'est ultra pratique. Moi, je vois par exemple, moi, je n'osais pas trop par moment. Un exemple bête, c'est on était au festival qui était le week-end dernier. Et toi, tu as pu faire naturellement des photos des gens sans qu'ils se sentent photographiés pour soit pour un pro, soit pour un magazine, enfin pour le journal local ou tout comme ça. Moi, c'est vrai que quand je sors mon objectif, mon 470 avec mon réflexe, ça fait pas discret, quoi. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile d'aborder quelqu'un que vous connaissez pas. Vous trouvez une jolie fille, vous voulez faire un portrait discret dans la rue. Bonjour, vous arrivez avec votre 70-200, la nana, et pareil, c'est bon, je vais me retrouver en affiche en plein milieu de la ville de Paris, c'est mort, quoi. C'est un petit peu. Que là, c'est vrai que. À la limite, avec un appareil photo comme ça, tu peux passer pour le touriste du coin, quoi, facilement. Ouais, exactement. C'est-à-dire que vous rentrez dans des salles de concert sans accréditation, vous avez ça autour du cou, ils emmerdent pas en fait. Ils pensent, ils savent pas en fait. C'est juste le campagne du coin qui fait des photos, quoi. Et après vous sortez un 70-200, vous y collez dessus et en fait finalement vous faites les photos du pro qui est voilà. Et voilà, non c'est ça. C'est que moi avec mon appareil photo, c'est ça qu'il y a des endroits où j'ai voulu aller et les concerts m'ont dit non monsieur, c'est pas possible, c'est une question de sécurité, quoi. Et déjà ils vous laissent même pas entraîner à la salle à cause de ça, parce que des objectifs qui sont longs comme ça, quoi. Tu peux pas, tu gênes les gens ou tout comme ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est plus difficile, quoi. C'est l'avantage de ton boîtier. Je pensais en prendre un moment, mais bon, il y a les finances, j'ai trop de trucs à changer avant. T'as même pas de quoi te payer un cadre, j'ai même pas de quoi me payer un cadre photo, alors acheter un autre appareil photo, non, ça je verrai beaucoup plus tard, quoi. Autant le X Pro 1 je l'ai payé 200 €, celui-là j'ai payé 1700 € après. C'est pas la même chose. Moi c'est pareil, moi le 6D il m'a coûté un bras, donc voilà, quoi. Bon, nous on va vous laisser. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos. C'est bon. Nique sa mère, le camion qui arrive. Je vais aller voir mon voisin savoir s'il voulait quelque chose.